La pièce commence par le récit du passé d'une jeune fille. Elle dit que c'était une journée ordinaire. Mais sa mère s'est soudain mise à lui crier dessus sans raison. Sa mère était alcoolique, buvait constamment et déversait sa colère sur sa fille. On voit la petite fille soigner tranquillement les blessures que sa mère lui a infligées. Son père entre alors et la jeune fille le supplie d'empêcher sa mère de la battre à nouveau. Elle explique que sa mère la frappe tout le temps sans raison, surtout lorsqu'elle est ivre, mais le père déclare froidement qu'il ne peut rien faire. Il emmène la mère hors de la maison et, tandis qu'ils se tiennent sur les marches, il se retourne vers la jeune fille et lui dit au revoir. Puis, soudain, elle jette sa mère en bas des escaliers. La jeune fille se précipite dehors et aperçoit le corps de sa mère au fond. Choquée, elle demande à son père s'il l'a poussée. Il sourit et ment, en disant « Non, ma chérie, elle est tombée toute seule. Je sais qu'elle te rend la vie impossible. Mais ne t'inquiète pas, je te trouverai une nouvelle mère, une riche elle aussi. Mais vous devez tout faire, on vous le dit. D'accord, ne tombe pas dans les escaliers comme ta mère. » Il souriait. La petite fille le fixe du regard avant de rejoindre sa mère blessée. La mère, à peine vivante, la supplie. Sa fille d'appeler une ambulance et de la sauver avant qu'elle ne meure. Mais la jeune fille se détourne et la laisse là. La mère meurt seule, des années plus tard. De nos jours, une voiture de luxe s'arrête et une célèbre actrice nommée Jean en descend. La même petite fille, maintenant adulte. Nous apprenons que le djinn considère tous ceux qui l'entourent comme des outils à utiliser à son profit personnel. Elle est manipulatrice, charmante et froide. Jusqu'à présent, elle n'a tué personne directement. Mais elle a déjà causé indirectement la mort de 2 personnes. L'histoire remonte ensuite plusieurs années en arrière pour montrer comment ce pauvre type s'est retrouvé ruiné. La jeune fille est devenue l'une des actrices les plus célèbres de Corée. On voit Jin, lycéen, assis en classe lorsqu'un élève furieux fait irruption. C'est l'anniversaire du professeur, et tout le monde le fête. Mais soudain, l'élève, furieux, gifle le professeur au visage. Devant tout le monde, elle leur montre des photos inappropriées d'elle. Les images se sont répandues en ligne, et l'enseignant a été licencié et a fait l'objet d'une enquête. Les parents la regardent, perplexes. Puis on comprend que Jin est derrière tout ça. Elle sourit froidement et dit à l'enseignant « Joyeux anniversaire, ton cadeau t'a plu ?» L'enseignant est. Et Jin poursuit « Tu as toujours dit que je n'avais pas de parents. Je t'ai donc apporté un cadeau simple, quelque chose que je pouvais me permettre. J'espère que ça vous plaira. » À ce moment-là, Chia entre. Elle est la meilleure élève de l'école et est immédiatement agacée de voir que Jin est désormais classée numéro 1. Non, pas elle. Quand elle interroge un professeur, on lui répond que Jin l'a battue à l'examen d'art. Elle jette un coup d'œil au professeur d'art, se souvenant d'une époque où elle avait vu Jin seule avec lui. À ce moment-là, un garçon nommé Wang apparut et dit à Shaya de partir. De retour au présent, Shaya tente de se lier d'amitié avec Jin, mais Jin refuse. Elle sourit à Chia d'une manière qui est effrayante pour Shaya. Réaliser qu'elle n'est pas aussi simple qu'elle essaie de le faire croire. Plus tard, Jin et Wang sont félicités devant tout le monde. Jin pour être numéro 1 et Wang pour avoir remporté un concours d'écriture. L'école annonce une nouvelle compétition et Hwan et Shia sont choisis pour la représenter. Mais Wang prend la parole et dit « Je cède ma place à Jin ». Shaya est choquée et visiblement contrariée. Durant les préparatifs de la compétition, Jin prend totalement les rênes, poussant Shaya à. Shaya se plaint à sa mère, qui lui répond simplement qu'elle va s'en occuper. Elle dit qu'elle va simplement soudoyer un des professeurs. Exactement comme elle le faisait avec Mademoiselle Kwak, la professeure qui a été renvoyée. Elle demande si Jin est si intelligente parce qu'elle prend des cours particuliers. Sa mère répond « Non, elle est orpheline, ses parents sont morts. Elle n'a absolument pas les moyens de prendre des cours particuliers. Cela la rend très heureuse. » On voit Hwan aller à la rencontre de Jin qui l'attend. Il hésite, tournant la tête une seconde. Se souvenir de l'image de quelqu'un qui se noie et qui crie son nom. Il s'assoit avec elle et elle lui demande de lui emprunter un livre quand elle l'ouvre. Elle trouve une lettre à l'intérieur. C'est de Cha, écrit à Hwan. Elle lui avoue qu'elle a le béguin pour lui et qu'elle pense qu'ils formeraient un beau couple. Elle lui demande ce qu'il en pense et s'il ressent la même chose. Hwan dit à Jin de l'ignorer, mais elle attend une réponse. Jin dit que Hwan dit simplement « D'accord ». Le lendemain même, une rumeur se répand dans toute l'école selon laquelle Jin est orphelin. C'est Chia qui a commencé. À cause de cette rumeur, l'école informe Jin qu'elle ne peut plus participer à la compétition. Ils affirment que les autres parents s'y sont opposés. On voit Chia debout, avec ses parents fortunés, souriante, très heureuse de ce qu'ils ont accompli. Hwan regarde Jin, qui est assis parfaitement calme. Mais elle se souvient de la façon dont sa propre mère la traitait. Chia s'approche d'elle et se moque d'elle. « J'ai entendu dire qu'ils t'ont exclu de la compétition. Ces gens sont vraiment méchants. » Jin la regarde simplement. « Tu as un faible pour Hwan, n'est-ce pas ?» Shaya se fige. Jin lui tend la lettre et la lui rend. « Il m'a dit de te la donner. Il a dit qu'il ne pouvait pas te supporter. » Shaya baisse les yeux et voit de nouveaux mots écrits sur sa lettre. « Personne ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi. Arrête d'être aussi pathétique. » Elle est complètement choquée, plus tard, lorsque Shaya Gea rentre chez elle. Elle consulte les réseaux sociaux et voit que leur école est au cœur d'un énorme scandale. L'information a fuité selon laquelle des parents corrompaient des enseignants et, à cause de cela, l'école entière a été disqualifiée. Shaya appelle sa mère, furieuse, affirmant que Jin est forcément derrière tout ça et jurant de la détruire. C'est alors que Jin apparaît. « Tu as répandu la rumeur que je n'ai pas de parents. » Jin dit « Alors maintenant, tu peux régler ce problème avec cette rumeur qui circule sur toi », rétorque-t-elle sèchement. « Comment quelqu'un comme toi, qui ne mange et ne boit que grâce à mon père, peut-il, des nations, même, me parle comme ça ?» Jin se contente de se retourner et de s'éloigner. Quand Shaya Gea arrive dans sa salle de classe, elle regarde son manuel et réalise que l'écriture sur sa lettre de retour est celle des Jin. C'est Jin qui a écrit ce message horrible, par Hwan. On voit ensuite Jin parler d'argent avec quelqu'un. Ce garçon, nommé Kim, entre dans un restaurant. Dans la scène suivante, Shaya jette un seau d'eau froide sur Jin.
lui disant de ne pas se mettre en travers de son chemin. De retour au restaurant, Kim explique au propriétaire que son fils lui doit de l'argent et qu'il doit le rembourser. Plus tard, Hwan repense à la fille qu'il a vue se noyer. Jin entre dans la pièce et Hwan pose immédiatement. Il lui met sa veste par-dessus et ils sortent ensemble. Il tombe sur Kim, le garçon avec qui Jin parlait. Kim est visiblement agacé de voir Hwan avec elle. Jin lui ordonne de déguerpir et de se cacher. On voit qu'il tient un casque audio volé, ce qu'il vient de voler. Nous apprenons que Kim vole depuis un certain temps. Jin l'a attrapé, et depuis, ils travaillent ensemble. Il gère une entreprise de prêts usuraires, prêter de l'argent à d'autres étudiants et pratiquer des taux d'intérêt très élevés. Jin, bien sûr, est celui qui empoche la plus grande partie des bénéfices. Dans son téléphone, Kim l'a enregistré comme patronne. Un professeur les repère. Kim s'enfuit, mais il laisse tomber le carnet qui contient tous les détails de leurs affaires. Cha trouve son téléphone à proximité et voit les messages échangés avec son patron. Plus tard, les amis de Chaya lui disent que Kim, la voleuse, il vient d'être démasqué pour avoir mis en place un programme de prêt à taux d'intérêt élevé dans toute l'école. Jin va rencontrer Kim. Il lui promet qu'il n'a absolument pas mentionné son nom. Elle le prend dans ses bras, ce qui le surprend. Elle le remercie de ne pas l'avoir démasqué comme étant celle qui tirait les ficelles. Il lui dit de s'éloigner, prétextant avoir mal partout. Elle lui demande si son père le frappe encore. Il répond qu'il laisse faire. Il préférait que son père le frappe plutôt que d'aller agresser un inconnu. Et puis, il ne peut pas frapper son propre père. Oui, tu peux, lui dit Jin. Tu dois te défendre. Tu m'es utile et je ne veux pas te voir si faible. Kim est stupéfaite par ces paroles, de loin. Chaya les observe, pensant qu'elle est cachée. Mais celui qui est réellement caché, c'est Hwan, et il voit tout. Au déjeuner, Chaya tente à nouveau d'embêter Jin. Mais cette fois, Jin lui rit au nez et s'en va. Chaya prend le téléphone de Kim et appelle le numéro du patron. Alors c'est toi le patron qui dirige tout ça ? Demande Chaya à Jin. Et te voilà, à faire la parfaite sainte devant tout le monde, pendant que vous volez l'argent des étudiants. Imagine un peu ce qui va se passer quand je te dénoncerai et que je te ferai expulser, comme elle le dit. Elle lève les yeux et voit Hwan debout juste derrière Jin. Jin raccroche et s'en va. Hwan appelle Chia par son nom, ce qui la surprend. Sur le toit de l'école, il dit à Chia qu'il est désolé de la façon dont Jin a répondu à sa lettre. Il dit qu'il voulait lui donner sa véritable réponse. Il lui prend la main et dit « Je t'aime bien ». Elle est choquée. « Quoi, je t'aime bien ?» répète-t-il, tout comme tu m'aimes bien. Elle lui demande s'ils sortent ensemble maintenant. Et il dit « Oui », mais il ajoute « Je n'aime pas les filles qui dérangent les gens. Des filles méchantes à l'intérieur. » Il parle de Jin. « Si tu m'aimes vraiment, tu dois arrêter d'embêter Jin. » Cha promet qu'elle le fera, affirmant qu'elles sont en réalité amies. Kwang sourit et dit qu'il l'emmènera au cinéma à la fin de la semaine. Chaya est absolument ravie. Entre-temps, Kim se procure un nouveau téléphone et appelle Jin. Elle lui donne rendez-vous. Il est contrarié que Chia sache tout et qu'elle les dénoncera certainement. Il a révélé le nom de Jin à toute l'école. Mais Jin lui dit « Chia a ton ancien téléphone. Nous allons élaborer un plan pour le lui récupérer et la démasquer. » Elle fait semblant d'être contrariée et il acquiesce aussitôt, en demandant ce qu'il va faire. Tout ce qu'elle veut. Le lendemain, la classe collecte de l'argent pour le mariage du professeur. Chia est occupée à se maquiller, voulant être belle pour Hwan. Quand ses amis lui demandent ce qu'elle a fait à Jin, elle balaie la question d'un revers de main en disant « Oh, nous sommes juste amis, vous savez. » Ses amis sont perplexes face à elle. Réponse. Elle est à son casier, et Jin est au casier juste à côté d'elle. Jin envoie secrètement à Kim le code du cadenas de Cha par SMS. Chia va rejoindre Hwan. Il lui dit, pendant le cours de gym, « Dis au professeur que tu es malade et rejoins-moi en classe. » Elle est enthousiaste et accepte, bien sûr, elle l'écoute et passe outre Jim. Pendant ce temps, Jin se rend dans la salle d'art pour parler au professeur d'art. Chia arrive dans leur salle de classe, mais elle est vide. Il y a juste une note sur le tableau qui dit « Viens dans la salle d'art et efface ça ». Elle obéit et se rend dans la salle d'art. Dès qu'elle sort, Kim se faufile dans la salle de classe. Il prend l'argent du mariage qu'ils ont collecté, ouvre le casier de Cha en utilisant la combinaison et envoie un SMS à Jin. Elle est en route pour vous. Chaya arrive dans la salle d'art et voit Jin avec le professeur d'art. Jin lui dit qu'elle a un problème avec elle. Sa main tremblante, il lui tient la main pour la stabiliser. Chia, observant depuis la porte, suppose qu'ils entretiennent une relation secrète. Tous les élèves retournent en classe. Chaya est assis là, contrarié que Hwan ne soit jamais venu. La jeune fille qui collectait l'argent du mariage s'écrie soudain que l'argent a disparu. Tout le monde soupçonne immédiatement Chaya. Elle était la seule élève dans la classe et elle a menti en disant qu'elle était malade pour pouvoir y être. Chia entre dans une rage folle et commence à vider son sac en criant « Fouillez-moi ». « Je n'ai rien pris », intervient Kim. Elle l'a rangé dans son casier. Chaya se tient devant son casier et l'empêche d'y accéder. « Personne n'ouvre mon casier », crie-t-elle. Kim la repousse d'un geste brusque et brise la serrure. C'est alors que Jin arrive. Kim fouille dans le casier et en sort son téléphone volé. Puis il sort tout l'argent du mariage. Puis il sort les écouteurs qu'il avait volés plus tôt. Cha est piégée pour tout. Elle se met à hurler que c'est Jin qui a tout fait, que Jin et Kim étaient impliqués dans un système de prêt frauduleux. Et que toutes les preuves se trouvent sur le téléphone de Kim. Kim lui tend le téléphone, mais lorsqu'elle regarde, il n'y a aucun message. Maintenant, tout le monde est persuadé que c'est une menteuse invétérée. La prof qui va se marier. Entre, Chia, désespérée, pointe Jin du doigt et crie. Elle est en couple avec le professeur d'art, je l'ai vu lui tenir la main. Le professeur s'approche et gifle violemment Chia. Jin sourit, elle savait que cette enseignante était passionnée par l'art. Professeur. Jin s'avance, feignant l'innocence. Oh, vous avez du mal comprendre. J'avais un problème à la main, et il m'aidait. Tout le monde se retourne contre Chaya. Il lui demande ce qu'elle faisait même en classe. Elle regarde Hwan et dit qu'elle était là pour le rencontrer. Ils se tournent tous vers Hwan et lui demandent si c'est vrai. Hwan la regarde et dit « Je ne la connais même pas. Je ne lui ai jamais rien dit. »
Cha se met à pleurer. Elle lui demande « Pourquoi me fais-tu ça ?» Il la regarde froidement. « Ça, c'est pour avoir importuné Jin. » Ils emmènent Chaya de force alors qu'elle hurle. Quel scandale. Explose, ruinant sa réputation et le nom de sa famille. Plus tard, Chia confronte Jin qui se moque d'elle. Chia la menace. « N'oublie pas que ma famille est riche, nous pouvons te détruire. » « Ta famille ?» répond Jin. « Tu veux dire ton père ? Vous êtes-vous déjà demandé avec qui cette institutrice traîtresse, mademoiselle charlatan, trompait son mari ? C'était avec votre père, le grand avocat. Imaginez ce qui se passerait si cette nouvelle venait à se savoir. » Chia est sans voix. « C'est vrai, je suis orphelin, » dit Jin. « Mais cela ne veut pas dire que je suis tout seul. » Elle se souvient de sa propre mère dans l'escalier, implorant de l'aide alors qu'elle s'éloignait simplement. Jin s'avance et prend Chia dans ses bras. « Merci d'avoir rendu cette école ennuyeuse si amusante. » On entend quelqu'un demander à Chia ce qu'elle pense de Jin. Jin se rend sur la tombe de sa mère et lui raconte tout ce qu'elle a fait à Chia. Elle se souvient d'une promenade avec sa mère, une fois, quand sa mère lui a dit d'aller là-bas et de me chercher 2 bouteilles. Jin est entré et les a volées, mais il s'est fait prendre. Le propriétaire du magasin l'a attrapée en l'appelant petite voleuse et exigeant de savoir où était sa mère. La mère de Jin, qui observait la scène de l'extérieur, s'est simplement cachée. On voit en flashback son père jetant sa mère dans les escaliers. Puis on le voit au poste de police, en train de verser de fausses larmes. Il tient sa petite fille dans ses bras comme un mari en deuil. Après les funérailles, il emmène Jin chez son amant. Jin lui demande si elle va dans un orphelinat, il répond « Nous vivons ici. Mais si elle ne vous aime pas, alors oui, c'est fini pour vous. » Ils entrent pour rencontrer la femme. Elle essaie de saluer Jin, mais Jin ne répond pas. La femme appelle son fils, Kuang, elle lui dit « Voici mon nouveau mari, et voici sa fille. » C'est ainsi que Jin et Wang se sont rencontrés pour la première fois. Plus tard, le père de Jin dit à la mère de Wang qu'il veut vendre Jin, en disant qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent grâce à elle. Jin entend cela depuis la pièce voisine et se met à pleurer. De retour à l'école, le père de Jin arrive et voit Cha parler à sa mère. Lorsque Chia l'entend prononcer le nom de Jin Beck, elle lui demande s'il la connaît. Il dit « Je suis son père. Je la cherche. » À peu près à la même époque, Kim a volé le journal intime de Chaya. Il le donne à Jin qui découvre que Chia a. Il a écrit des choses horribles sur tout le monde à l'école. Kim lui dit que si les autres élèves voient ça, ils vont démolir Cha. C'est alors qu'une amie de Jin lui annonce que son père est à l'école à sa recherche. Au même moment, Kim reçoit un appel paniqué de son frère, criant que leur père va le tuer. Le père de Jin fait un scandale, criant pour qu'elle sorte. Chaya regarde, impatient de voir le scandale. Juan arrive et dit au père de venir avec lui, en lui offrant de l'argent. Jin les observe. Chaya tente de l'arrêter en demandant « Et votre fille ?»« Quelle fille ?» crie-t-il. « Je n'ai pas d'enfant. » Chaya est stupéfait tandis que Wang emmène le père. Jin laisse tomber accidentellement le journal intime de Cha par terre. Les pires brutes de l'école. It Kuang emmène le père de Jin à un distributeur automatique pour lui retirer de l'argent. Une femme observe Jin depuis une voiture. Nous apprenons qu'elle est la PDG d'une immense société de production. Juan donne l'argent au père à une seule condition, ne plus jamais montrer ton visage à Jin. Le père acquiesce. Juan dit que s'il reste loin jusqu'à la remise des diplômes, il lui donnera encore plus. Le père acquiesce, faisant remarquer que Juan a un meilleur caractère que sa mère. En partant, il crie à Jin « Je te reverrai, le producteur ». Elle sort de sa voiture et s'approche de Jin. « Tu veux devenir une star ?» demande-t-elle. « Non », Jin demande. « Tu es dans quelle agence ?» Ko demande. Quand Jin ne répond pas, Sayo dit « J'essaie simplement de comprendre pourquoi vous avez refusé. » « Je n'en ai tout simplement pas envie, » dit Jin avant de s'éloigner. On assiste à une scène tragique où le frère de Kim est battu par leur père. Kim tente de le défendre, finit par poignarder son père et le tue. Juan retrouve Jin et lui dit de ne pas s'inquiéter, que son père ne l'embêtera plus. Jin dit qu'il ne reviendra que pour un petit moment. Juan promet de la protéger. Il lui demande si elle veut toujours se venger de Chaya. Jin répond simplement que maintenant. D'autres élèves ont probablement trouvé le journal de Chia et s'en occupent. Et elle a raison, on voit bien les brutes qui entourent Chia. Ils la battent, elle essaie de leur offrir de l'argent pour qu'ils arrêtent. Mais ils continuent de la frapper. Kim appelle sa tante et lui annonce qu'il envoie son petit frère vivre chez elle. Il lui demande de le pardonner, puis il appelle Jin. Il lui avoue avoir tué son père et se trouve au poste de police sur le point de se rendre. Le conseil de Jin est froid, fait semblant d'être aussi repentant que possible. Si tu pleures devant eux, ils te donneront une peine plus légère. Il rit, mais je ne regrette rien, il l'a bien cherché, alors. Sa peine est plus courte, insiste-t-elle, lui dit-il. Elle est la seule personne dans sa vie à lui avoir jamais dit qu'il avait de la valeur. Puis il raccroche. Après cet appel, Jin quitte définitivement l'école. Quelque temps plus tard, Jin est admise à la faculté de droit. Kwang est extrêmement heureux pour elle. Lors du procès de Kim, il se souvient que Jin lui avait dit que, s'il avait un jour souhaité avoir une relation avec elle, il devait cesser d'être un voleur et devenir une bonne personne. Elle lui a dit qu'elle lui trouverait bien une utilité. À cette pensée, il s'effondre et se met à pleurer. Il est condamné à une peine de 3 à 5 ans de prison, selon le père de Jin. Après avoir perdu de l'argent, il voit un reportage sur des élèves de l'ancien lycée de Jin qui entrent à l'université. Il se rend à l'université et trouve le nom de Jin sur la liste, juste à côté de celui de Juan. Parallèlement, Wang emprunte de l'argent à son grand-père pour aider Jin à payer ses frais de scolarité. Le père de Jin se rend chez la mère de Juan à la recherche de Juan, supposant que Jin est avec lui. Elle lui dit qu'elle s'en fiche. Elle raconte avoir élevé Jin pendant un petit moment après son incarcération, avant qu'il ne l'abandonne. Juan retrouve Jin et lui donne l'argent pour ses études. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une bourse qu'il avait obtenue pour elle, mais qu'en réalité, il l'avait empruntée à son grand-père. Il lui conseille de se concentrer sur son rêve. Elle sourit, mais lorsqu'elle rentre chez elle, son père l'attend. Elle menace d'appeler la police, mais il lui arrache son téléphone. Il dit qu'il veut juste de l'argent.
Il lui prend son saké. Elle se défend, il la frappe. Puis il la bat, lui prend tout l'argent que Juan vient de lui donner et la laisse gisant sur le sol. Incapable de bouger, car elle est au sol. Elle a un flashback, elle se souvient de l'époque où ils étaient enfants. Wang est venu la voir, malade, sa mère ne se souciait pas de lui. C'est Jin qui s'est occupé de lui, en lui apportant des linges froids. Il l'a remerciée en disant qu'elle ne ressemblait en rien à sa mère. Il lui a montré une photo de ses parents et de leur chauffeur, il a dit qu'il ressemblait à sa mère. Mais Jin remarqua qu'il ressemblait trait pour trait au chauffeur. Dans un autre flashback, Jin confronte la mère de Wang. Wang m'a montré une photo de son père, il était triste parce que le chauffeur est parti. Le chauffeur est son vrai père, n'est-ce pas? La mère de Juan est horrifiée. Je connais ton secret, dit le petit Jin. Alors tu ferais mieux de prendre soin de moi, parce que si son grand-père découvre que tu as triché, il va te détruire, et je n'irai pas dans un orphelinat. On voit un autre flashback. Jin trouve Juan assis seul, triste. Il lui dit que sa mère ne se soucie pas de lui. Jin lui dit, c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Si elle en avait l'occasion, elle se débarrasserait de toi. Sa mère surprend la conversation. Elle appelle le père de Jin, lui disant que Jin est fou et Yulating Wang. Il dit qu'il va venir tout de suite et l'emmener à l'orphelinat. Jin surprend la conversation et confronte la mère de Juan. Si vous m'envoyez à l'orphelinat, je dirai à Juan qui est son vrai père. Et quelle personne horrible vous êtes. La femme craque. Elle traîne Jin jusqu'à la salle de bain. Wang entend des coups et Jin crier son nom. Sa mère maintient la tête de Jin sous l'eau, en train de la noyer. Soudain, elle aperçoit Wang, debout dans l'embrasure de la porte, qui l'observe. Jin se libère, attrape Wang et lui dit « Appelez immédiatement la police et dites-leur qu'un enfant est tombé du 2e étage. » Elle regarde dehors, et voit son père arriver avec des hommes qui viennent la chercher. Lorsque la mère de Juan revient dans la pièce, Jin saute par la fenêtre du 2e étage. À l'hôpital, le père de Jin et la mère de Juan se disputent. Ils ne peuvent pas la vendre si elle est défigurée. Wang couvre les oreilles de Jin pour qu'il ne les entende pas. Elle lui demande pourquoi il pleure. Il dit que j'ai lu ton journal intime. Je sais pour X. On apprend que c'est sa 2e personnalité, qui ne se manifeste que lorsque Juan n'est pas avec elle. Il pleure et lui dit qu'il l'aime et qu'il la protégera toujours. Elle lui demande s'il restera avec elle. Oui, dit-il, je serai toujours à tes côtés. Il lui tient la main tandis qu'elle se réveille. Elle est inconsciente depuis 3 jours. Juan doit lui annoncer la mauvaise nouvelle. Elle a raté la date limite d'inscription à l'université. Et pour couronner le tout, son père l'a retrouvée et a volé tout l'argent des frais de scolarité. Elle assiste à sa remise de diplôme de fin d'études secondaires, le cœur complètement brisé. La mère de Wang tente de le féliciter, mais il lui demande de partir. Il suit Jin. Il voit un voleur s'emparer du sac de quelqu'un, mais un autre homme poursuit le voleur et le plaque au sol. Jin fixe cet homme du regard. Elle a trouvé son nouvel outil. Cet homme s'appelle Choi, un ancien joueur de baseball qui a dû prendre sa retraite à cause d'une blessure. Jin trouve un emploi dans le café dont il est propriétaire. Juan lui trouve un nouvel appartement. Un endroit sûr où son père ne pourra pas la trouver, mais elle refuse. Elle dit qu'elle donnera de l'argent à son père quand il se présentera. Juan est inquiet. La mère de Juan se dispute avec lui. Il lui demande pourquoi il continue de suivre Jin comme un imbécile. Il la fait taire, lui rappelant que c'est elle qui a jeté Jin. Elle s'est retrouvée à la rue quand son père a été emprisonné. La mère le supplie de ne pas la quitter. Au café, Jin écoute une émission de faits divers qui est très populaire. Les victimes de meurtres sont traquées avant d'être tuées. Les étudiants de l'université de Wang arrivent et draguent tous Jin. Ce qui rend Juan jaloux. Plus tard, la collègue de Jin lui dit que les photos pullulent sur les réseaux sociaux de l'université. Il mentionne également un type en particulier dont les penchants sont allés un peu trop loin. Le producteur Co voit tout cela en ligne et remarque que Jin est devenu célèbre uniquement grâce à son physique. La collègue de Jin lui demande si cela la dérange que ses photos soient partout. Elle dit non. Elle lui demande ce que Choi aime regarder. Il lui raconte que Choi était joueur de baseball professionnel jusqu'à sa blessure. Alors maintenant, il ne fait que regarder des matchs toute la journée. C'est alors qu'un agent nommé Monsieur Young arrive avec de bonnes nouvelles pour Choi, lui annonçant qu'il pourrait peut-être rejouer. Jin raconte à Juan combien Choi est gentil. Choi reçoit un appel d'un numéro inconnu. Où est la fille qui travaille à ton université? Une voix d'homme demande. C'est le harceleur. Choi raccroche. Le harceleur se rend au café à la recherche de Jin, mais il le met à la porte. Plus tard, le harceleur suit Jin alors qu'elle descend du bus dans une rue sombre et tranquille. Il l'attaque. Wang, essayant de la retrouver. Elle découvre son sac jeté par terre près de chez elle. Il entend un cri et découvre Jin sur le point de tuer le harceleur avec une brique. Kwon l'arrête. Elle lui crie dessus. Sais-tu seulement ce qu'il allait me faire? Ça va? Demande-t-il. Et si ça ne va pas? Répond-elle en s'éloignant. Tu n'es pas assez courageux pour tuer quelqu'un pour moi. Cela signifie que vous ne pouvez pas me protéger. Le harceleur dit à Wang qu'il va appeler une ambulance. Mais elle le supplie de ne révéler à personne ce qui s'est passé. Il jette ensuite la brique utilisée par Jin. Quand Jin rentre chez elle, son père l'attend. Elle l'entend au téléphone dire à quelqu'un qu'il la vendra quand il s'en ira d'elle. Elle s'approche de lui. Il la veut, quoi? Tu veux me faire tomber de quelque chose? Il l'abat ensuite sauvagement, prend son argent et s'en va en disant qu'il reviendra. Elle se lève en pleurant et en riant à la fois. Wang croise le père dans l'escalier. Cette fille porte malheur, dit le père. Elle le prévient. Demandez-moi, je sais, ma vie est maudite depuis sa naissance. Juan court pour prendre des nouvelles de Jin. Elle s'approche de lui et lui dit qu'elle ne veut pas le perdre, qu'elle le traite différemment de tous les autres. Il admet qu'il a parfois peur d'elle. Le lendemain, Choi remarque les ecchymoses sur le cou de Jin, infligées par son père. Il lui demande si elle va bien. Elle répond que ce n'est rien. Il lui dit que si jamais elle a besoin d'aide, elle peut faire appel à lui. Elle est surprise par le mot qu'il choisit. Il semble. Ply dit qu'il craint que quelqu'un ne lui fasse du mal. Pendant ce temps, Wang surprend le père de Jin en train de quitter le lieu de repos des femmes. Une pièce équipée d'une caméra cachée. Il filme des femmes pour vendre les vidéos.
Juan commence à le filmer pendant qu'il s'enfuit. Juan le poursuit et ils se battent. Le père lui reproche les 5 années qu'il a passées en prison. Juan affirme l'avoir fait pour protéger Jean. C'est ma fille, hurle son père. Juan commence à l'étrangler. Il ramasse même une pierre, prêt à se tuer, mais il n'y parvient pas. Lorsqu'il lève les yeux, il voit Jean qui l'observe. La police arrive au poste. Jean fait quelque chose d'impensable. Elle prend le parti de son père. Elle déclare à la police que Wang est son harceleur, qu'il est celui qui l'a blessé et qui l'a agressé. Pauvre père qui essayait seulement de la protéger. Juan est sous le choc. Il dit à la police que c'est son père qui l'a frappé et qu'il l'a filmé en train de sortir des toilettes des femmes. Il demande son téléphone. Quand on le lui rend, la vidéo a disparu. Jean avait retrouvé son téléphone et l'avait supprimé. Sans aucune preuve, Wang ne dit rien et est arrêté pour agression. Il lui demande pourquoi elle a fait ça. Ton plan ne lui vaudrait que quelques années de prison, répond-elle. Je veux qu'il disparaisse pour toujours, et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Si tu avais pu, tu aurais utilisé cette pierre. Elle le laisse derrière elle. Chez elle, Jean simule une blessure récente au visage pour que Choi la voie. Le lendemain, au café, il lui demande si elle va bien. Elle lui explique qu'elle est alitée depuis des jours et qu'elle vit seule, mais insiste sur le fait qu'elle va bien. Inquiet, Choi propose de la raccompagner chez elle. En chemin, il lui donne une bombe lacrymogène. Elle lui demande « Regrettez-vous parfois d'avoir aidé quelqu'un ? Et si aider un inconnu se retournait contre vous ?» Il dit « Non, il pense que vous devriez aider les gens qui. J'en ai besoin. » Elle sourit et lui dit que c'est quelqu'un de bien. Il la raccompagne jusqu'à sa porte et lui propose de l'aider à trouver un endroit plus sûr où vivre. Elle dit « Elle va bien. » Alors qu'il part, il l'entend crier. Il retourne en courant sur les lieux et trouve une boîte sur le pas de sa porte. À l'intérieur se trouve un rat mort et un mot qui dit « C'est ton tour », dit-elle, l'air terrifié. Ils entendent quelqu'un s'enfuir. Choi poursuit une personne portant un bonnet, mais la perd de vue. Jean observe depuis sa fenêtre. Choi revient et elle lui demande s'il est blessé. Il dit qu'il va bien et lui donne une de ses vieilles battes de baseball pour qu'elle puisse se protéger. Plus tard, une collègue de Jean la voit dans une supérette. Et remarque également le harceleur à bonnet qui la suit. On apprend ensuite que Jean avait adressé un mot de remerciement à ce collègue. C'est lui qui a mis le rat dans la boîte. Jean est derrière tout ça. Jean rentre chez elle et saccage son propre appartement. Faire croire à une effraction violente. Elle envoie ensuite un SMS à son père. « Viens chez moi demain à 20h. J'ai votre argent. » Il est ravi. Le producteur retrouve donc Jean au café et lui propose à nouveau un contrat. Jean dit qu'elle acceptera, mais qu'elle a d'abord un petit problème personnel à régler. Choi demande à Jean si quelque chose s'est passé la nuit dernière. Elle ment et dit qu'elle avait trop peur de rester seule, alors elle a dormi chez une amie. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a constaté qu'il y avait eu un cambriolage. Choi est très inquiet. Il lui demande où elle va dormir ce soir. Elle répond qu'elle ne sait pas. Il lui dit de rester dans la maison vide de son père. Elle acquiesce. Puis, son collègue dit à Choi qu'il a revu le harceleur. Soudain, ils entendent Jean crier. Ils accourent vers elle et découvrent qu'elle s'est coupée. À 20h, son père arrive à son appartement dévasté, pressentant que quelque chose ne va pas. Choi raccompagne Jean en taxi chez son père. Mais dès qu'il part, elle demande au chauffeur de la ramener chez elle. Elle dit à Choi qu'elle a juste besoin de prendre quelque chose rapidement. Elle arrive à la maison et sourit à son père. Elle sort un bonnet identique à celui des harceleurs et lui dit de le mettre. Elle est si heureuse qu'elle se met à pleurer en le serrant dans ses bras. Il est perplexe. « Bon, dit-il, donnez-moi juste l'argent pour que je puisse partir. » Elle lui tend un sac. Il lui dit qu'elle est trop émotive et qu'elle devrait se ressaisir. Il ouvre le sac, mais il est vide. Il rit et elle rit avec lui. « Tu ne toucheras plus d'argent, dit-elle. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il grandit. « Tuez-moi, allez-y, tuez-moi si vous le pouvez. » Il se met immédiatement à la battre. Pendant qu'il la frappe, elle appelle secrètement Choi. Il répond et l'entend crier et implorer de l'aide. Il se précipite chez elle. Parallèlement, Juan est libéré de prison. Quand il ne la trouve pas, il se rend lui aussi chez elle. Le père de Jean continue de la battre, elle jette un coup d'œil à l'horloge. Elle doit juste survivre jusqu'à l'arrivée de Choi. « Je ne vais pas te tuer tout de suite, dit son père, je veux encore de l'argent. » Alors qu'il se retourne pour partir, elle l'attrape, il se retourne et la frappe à nouveau. Elle s'exclame, haletante, que l'argent est dans la salle de bain. Il va vérifier, mais elle est vide. Quand il ressort, elle l'asperge de gaz poivré. Il est aveugle, mais il parvient quand même à l'attraper et continuer à la frapper, c'est alors que Choi fait irruption à l'intérieur. Il ne voit qu'un homme portant un bonnet qui agresse violemment Jean. Il pense que c'est le harceleur. Il arrache l'homme à elle en criant. Elle est assez jeune pour être votre fille. Comment as-tu pu faire ça ? Alors que Choi se penche pour prendre des nouvelles de Jean, son père le poignarde. Furieux, Choi s'empare de la batte de baseball et le frappe violemment. Son père s'effondre et reste immobile, horrifié par son geste. Choi court quelques secondes plus tard. Wanang arrive. Il voit Choi s'enfuir. Il découvre ensuite le père de Jean gisant dans une mare de sang. Jean se lève, sort son téléphone et appelle la police en pleurant. « Mon père est en train de mourir. »« Au secours !» s'écrie-t-elle. Dès qu'elle raccroche, elle se met à rire. Elle se souvient de ce qui s'est réellement passé. Après le départ de Choi, son père était toujours en vie. Il tendit la main vers elle en chuchotant « Jean, est ton père ?» Elle lui prit la main. « Tu es encore en vie, dit-elle. Meurs donc. Voilà ta punition pour avoir détruit mon enfance. » Elle lui retira le bonnet de la tête. « Je l'ai coupé en morceaux et je les ai jetés dans les toilettes. » Lorsque la police enquête, Choi est arrêté. Le détective interroge Jean. « Votre père est mort parce que Choi l'a frappé. C'est exact ?» « Oui, répond-elle. » Ils interrogent Choi. Jean dit que tu as tué son père avec ta batte. « Je ne savais pas que c'était son père, » s'écrie Choi. « J'ai cru que c'était le harceleur. Il portait un bonnet. » La victime ne portait pas de bonnet, déclare l'agent. Jean dit à son détective. « Mon père ne portait rien de tel. » Choi ment, demande l'officier à Choi. « Vous l'avez vu saigner et vous avez juste pris la fuite ?» Choi se souvient de la scène.
On entend Jin mentir à la police. Mon père a essayé de se défendre avec des ciseaux. Mais Choi l'a frappé à la tête et l'a tué. La vérité, c'est que Choi a bien essayé d'aider. Il a essayé de réveiller son père et s'apprêtait à appeler une ambulance, mais Jin l'en a empêché. Elle lui a dit de s'enfuir, qu'elle allait s'en occuper, et elle a pleuré jusqu'à ce qu'il parte. Désemparé et terrifié, Choi confie au détective. J'avais peur. J'ai couru, le détective m'interrogeait, Jin a remarqué quelque chose. Votre père est décédé entre 21h30 et 22h, mais vous n'avez appelé la police qu'à 3h du matin. Pourquoi as-tu attendu si longtemps? Jin dit qu'elle était inconsciente. Ton père te battait, n'est-ce pas Jin? Le détective demande. À ce moment-là, il reçoit un appel de monsieur Yoon, l'agent de baseball. Jin se souvient qu'il voulait signer Choi. Elle comprend ce qui se passe. Elle surprend la conversation des détectives. Monsieur Yoon veut se débarrasser de Choi, alors ils vont blâmer Jin à la place. Ils vont prendre la dot. Elle n'est qu'une orpheline. Ils disent que personne ne peut la contrer. Jin enregistre toute la conversation. Elle observe le détective corrompu rencontrer un homme et accepter le pot de vin. Wang observe à distance. Il voit ensuite ce même détective s'introduire par effraction. Chez Jin, on cherche des preuves à utiliser contre elle. Il retrouve en revanche les petits morceaux du bonnet. Jin est arrêté pour le meurtre de son père. L'avocat de Monsieur Yoon assure à Choi qu'il sera innocenté. Il s'agit de légitime défense et il devrait oublier Jin qui l'a clairement piégé. À la gare, assistant du PDG producteur. La société va engager l'une de ses actrices, Luna, de conduite en état d'ivresse en faisant porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Elle voit Jin être amené au poste de police. Jin, tu as envoyé un SMS à ton père. Tu as menti à Choi à propos d'un harceleur. Tu l'as appelé juste avant le meurtre. Et tu as menti à propos du bonnet. On a trouvé des morceaux. Dans tes toilettes, ton père a été frappé à plusieurs reprises. Le premier coup porté par Choi ne l'a pas tué. Vous étiez seul, Choi et vous, à l'intérieur. Choi s'est enfui. Alors tu l'as achevé, n'est-ce pas? Wang est également à la gare. Il dit à l'avocat de son grand-père de ne rien dire au vieil homme. Il doit sauver Jin. Jin demande à aller aux toilettes. Elle glisse un mot à une policière. Lui dire de vérifier son téléphone pour voir s'il y avait un enregistrement et des photos importants. L'officier écoute l'enregistrement des détectives corrompus. Il s'apprête à l'arrêter, mais lorsqu'il fouille sa voiture, l'argent du pot de vin a disparu. Il l'a déplacé, sachant qu'ils arrivaient. Il confronte Jin et lui dit qu'il ne la laissera pas partir tant qu'elle n'aura pas été inculpée. Kwang a un plan différent. Il va voir le commissaire principal et avoue. J'ai tué le père de Jin. J'étais son harceleur. Quand son père a essayé de la défendre, je l'ai tué. Il affirme s'être rendu à l'hôtel où séjournait son père et avoir découvert où il se trouvait. Il affirme l'avoir tué juste après. Toy a couru, Jin est libéré. Ses empreintes digitales ne sont pas sur la batte. Juan, c'est bon. L'affaire est close. Juan est le meurtrier, mais Jin se souvient de ce qui s'est réellement passé. C'est elle qui a frappé son père à répétition jusqu'à ce qu'il meure. Hwanang est arrivée une fois que tout fut terminé. Elle lui a dit « C'est fini ». Se souvenant de ses paroles selon lesquelles il n'était pas assez fort pour la protéger, il prit une décision. Il est allé aux toilettes et a ramassé les morceaux de bonnet. Il a effacé ses empreintes digitales immédiatement. Puis il prit lui-même la batte et frappa le corps déjà mort, y laissant sa propre marque. Le lendemain, les détectives découvrent des trous dents. Dans ses aveux, le propriétaire de l'hôtel affirme que Juan est arrivé à une toute autre période. Ils savent qu'il ment pour la protéger. Lorsqu'ils le confrontent, il s'effondre en hurlant « Je l'ai tuée. Je l'aime, je dois la protéger ». L'affaire est officiellement close. Choi a frappé le père de Jin, et c'est tout. Jin est maintenant avec le producteur So. Nous avons appris que celui qui contrôlait tout l'était aussi. Elle a fait libérer Juan, elle a innocenté Jin. Il s'est assuré que Choi soit le seul à être blâmé et a même fait arrêter le détective corrompu. Jin accepte de faire tout ce que le PDG lui demandera. La première condition de Seo est que vous rompiez tout contact avec Juan définitivement. Elle explique qu'une fois que Jin sera célèbre, les gens fouilleront dans son passé. Ils retrouveront Juan et toute l'histoire éclatera au grand jour. Jin se contente de dire que j'avais déjà prévu de le faire, et qu'orange le dossier de police officiel sous clé. Wang rencontre Jin et lui raconte à quel point la situation était dangereuse. Je suis libre, dit-elle. Je suis sortie de la prison de mon père, c'est tout ce qui compte. Fallait-il vraiment procéder ainsi? C'était la seule solution, dit-elle. Tu ne pouvais pas le faire. Lui aussi, et c'est pourquoi tu utilises Choi. Il a choisi de le faire, dit-elle. Il avait peur pour toi. Juan crie, il voulait t'aider, et tu lui as fait ça. Pourquoi t'intéresses-tu autant à lui? Rétorque Jin sèchement, je ne me soucie de personne d'autre que de moi-même. Je n'ai jamais eu une vie normale. Personne ne s'est jamais soucié de moi, alors pourquoi devrais-je me soucier de qui que ce soit? Il la fait asseoir en lui disant qu'il va tout arranger. Elle répond qu'elle n'en veut pas. Il lui avoue son amour et la supplie de ne pas le quitter. Il s'accroche à elle, désespéré de recevoir l'amour que sa propre mère ne lui a jamais donné. Elle le repousse. Je suis une profiteuse, tu es mieux sans moi. Tu vas payer pour ce que tu as fait, dit-il. Je dois le faire, répond-elle, c'est comme ça que je survis. Ne me revois plus. Il dit que sa vie ne sera pas aussi belle qu'elle l'imagine. Il la serre dans ses bras une dernière fois. Je ne peux pas te laisser vivre une vie si difficile seule. Tu n'imagines pas ce que j'ai vécu, dit-elle en se détachant. Tu es trop bon, Juan, et ta bonté me met en danger, dit-elle en le quittant en pleurant. Jin devient une star, son visage est partout, même en prison. Kim regarde son nouveau film, les larmes coulant sur son visage, et c'est la fin du résumé. Ce furent les 4 premiers épisodes. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, veuillez vous abonner à la chaîne pour recevoir la suite.